Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans Pour parler Marie Beauchesne. Salut Marie, Bonjour Julien, comment est-ce que tu vas? écoute ça va super, merci beaucoup, c'est un honneur d'être sur ce podcast. C'est un très très grand plaisir de t'accueillir parce que on va parler d'un sujet qui est, à mon sens, extrêmement intéressant et pas toujours très bien compris, mais avant qu'on rentre dans cette dynamique de communication, de personal branding qui est vraiment ton cœur d'expertise, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr, avec plaisir. Alors je m'appelle Marie Beauchesne, moi je suis entrepreneur, consultante et formatrice et je me Mhm. spécialise dans la communication personnelle et la transformation culturelle des entreprises. Donc, en fait, moi ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'intersection de la communication et du conseil. La communication, ça fait vraiment partie de ma formation initiale académique. C'est aussi le premier métier que j'ai exercé, donc en agence de publicité. Mais Mhm. assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte, moi, que en fait, je préférais travailler non pas sur des marques, mais plutôt sur des personnes. Et c'est pour cette raison, D'accord. notamment, que voilà, j'ai lancé il y a 5 ans maintenant un programme qui s'appelle Brand Me Baby, qui vise à accompagner les personnes dans leur communication personnelle. Et c'est un programme qui est aujourd'hui un des produits de formation déployés par le cabinet de conseil que j'ai cofondé il y a 3 ans, qui s'appelle Sans Futur. Et voilà, c'est aussi un sujet que j'ai traité dans un livre publié en 2021 aux éditions Duno, qui s'appelle La marque c'est moi, la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. Yes, alors le livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, que j'ai lu, et puis on va en parler un petit peu, et que je trouvais pour le coup extrêmement intéressant et riche de contenu. Mais t'as utilisé déjà plein de gros mots dans notre génération qu'il va falloir qu'on définisse. Personnel branding, c'est quoi versus communication? Est-ce que la communication, c'est du personal branding? Est-ce que le personal branding, c'est de la communication? Quelle est la différence et la subtilité que tu fais là-dedans? Ouais, bah, c'est une très bonne question. C'est vrai que le mot personal branding, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, en fait, en 2017, c'est un mot qui était assez peu employé. Mais aujourd'hui, quand tu balades un peu sur LinkedIn, le personal branding, ça pullule dans tous les fils d'actualité et c'est un sujet qui est beaucoup plus, voilà, discuté qu'il y a quelques années. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le terme personal branding, communication personnelle, marketing de soi, c'est des termes qui sont utilisés de manière plutôt interchangeable, même si c'est pas complètement juste. En tout cas, Mhm. le terme le plus employé, c'est personal branding. Pour donner une définition, on va dire simple et qui met à peu près tout le monde d'accord, on peut dire que le personal branding, ça désigne en fait tout simplement les techniques qui visent à différencier et à faire la promotion d'un individu pour en faire une marque à part entière. Donc ça, c'est une définition, on va dire simple, assez générique. Mhm. Maintenant, c'est vrai que il y a déjà cette confusion en fait entre plusieurs notions, parce que si je rentre un petit peu dans le détail, pour moi, d'ailleurs, tu as constaté que le sous-titre en fait du livre c'est la communication personnelle et non pas le personal branding, parce Tout à que fait. pour moi en fait le branding c'est un des éléments de la communication, mais c'est presque un point de départ en fait, parce que il y a d'abord une question assez forte d'identité. En fait, quand tu travailles sur les identités de marque, en fait, ça commence par la définition d'un socle identitaire. Donc, pour un individu, D'accord. ça va être, voilà, quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, quels sont mes points de différenciation, quelle identité visuelle, sémantique, j'ai envie de véhiculer. Et ensuite, Mhm. l'objectif, ce qui pour moi est en fait l'objectif même du personal branding ou communication personnelle en général, c'est d'aligner qui tu es avec ce que tu as Mhm. envie d'être et ce qu'on va effectivement retenir de toi. Donc, ta marque, perception de marque. Et donc, une fois que tu as cette marque, donc la notion de branding, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que marque, branding, ça vient d'un mot allemand, alors je ne sais pas comment le prononcer, mais brandas, brander, un truc comme ça, Mhm. en fait, qui désigne un instrument à la base pour marquer en fait tes produits. Et donc, typiquement, c'était ce que tu marquais au fer rouge, littéralement, ton bétail ou tes tonneaux de Porto. Et donc, c'est vraiment la notion de marquer en fait tes propres services, ton propre produit. C'est pas du tout de marquer au fer rouge ton audience et de marquer tout ce que tu peux autour de toi. Donc ça, on est plutôt dans le domaine en fait du marketing, parce que une fois que tu as ce socle de marque, tu vas pouvoir l'utiliser par exemple pour te vendre. Et donc là, on parle bien de Mhm. marketing de soi, parce que marketing, bon bah ça vient voilà, du mot anglais marché, enfin du mot anglais market qui lui-même vient du mot français marché, donc la boucle est bouclée. Et donc là, on est bien dans un objectif de vente, mais toute communication personnelle n'a pas forcément pour objectif la vente.
Et d'ailleurs, pour D'accord. moi, la communication personnelle, ça a une visée plutôt relationnelle. Parce qu'en fait, communication, ça vient du latin communicare, ça veut dire créer du lien. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une notion qui est plus englobante, même si aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de personal branding, donc les termes sont utilisés de manière interchangeable. Ce qui, en tant que tel, n'est pas forcément très grave. Moi, je suis moins attachée, on va dire, c'est intéressant de remettre les choses en place et de donner des définitions, mais je suis moins attachée, en fait, aux définitions stricto sensu qu'embêtée par le fait qu'il y a souvent une association d'idées assez limitée, en fait, qui se crée quand on parle de personal branding. En fait, il y a une forme de confusion que je constate assez régulièrement entre la notion d'influence, de présence sur les réseaux sociaux et la notion plus large de personal branding ou communication personnelle. Et en quelque sorte... C'est-à-dire en fait, tu vois, pour moi qui suis pas du tout familière avec le monde de la négociation, quand tu m'as expliqué, voilà, quand on a un petit peu discuté, c'est vrai que j'avais pas du tout ça en tête, mais il me semble que tu m'as dit la négociation, en fait, c'est tout simplement ce qui va permettre d'aboutir à un accord. Avec quelqu'un qui peut nous dire non, tout à fait. Avec quelqu'un qui peut nous dire non, voilà, exactement. Et en fait, pour moi, il y a une forme d'incompréhension du personal branding qui est à peu près la même incompréhension qu'on retrouve, je crois, au niveau de la négociation. Et j'irais presque jusqu'à dire que, en fait, en quelque sorte, l'influence sur les réseaux sociaux est au personal branding, ce que le marchandage est à la négo. Donc c'est vraiment une question très limitée, une petite lorgnette, en fait. Et tout ce qui est réseaux sociaux, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg pour moi. C'est ce que tu vas voir, peut-être plus que d'autres modes d'utilisation de ta marque personnelle, mais tu n'es absolument pas obligé d'être influenceur, Instagram, TikTok, LinkedIn, ce que tu veux, pour avoir un bon personal branding. En fait, un bon personal branding... c'est une composante que tu as à ta dispo. Exactement. En fait, être visible, c'est bien, mais c'est ce que tu vois, mais l'objectif, c'est d'être visible des bonnes personnes et d'avoir un personal branding qui va t'aider à atteindre tes objectifs et qui est adapté à ta personnalité. Ah, c'est intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a une vraie intention derrière, en plus, ce personal branding. Et ce que tu disais, c'est, alors, tu vois, ce côté de comment est-ce que je me vois, il faut que ça soit aligné avec ce que je voudrais qu'on retienne et ce qu'on va retenir réellement de nous. Et paradoxalement, alors je parle de ce que je connais, c'est moi, hein, donc sur le sujet, et ton regard va m'intéresser. C'est que j'ai l'impression que j'ai gagné en sérénité, alors peut-être en impact, je sais pas dire, depuis que je me soucie pas de ce que je voudrais qu'on retienne de moi. Tu vois, le fait de dire, je suis moi pour ce que je suis, avec forcément des côtés qui sont agréables et désagréables, et en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que ça m'est un peu égal, quoi. Moi, ma seule ambition, c'est de partager mon travail, et si ça fait écho chez certains, à la bonne heure. Et en fait, se dissocier de ces strokes sociaux, de likes, je kiffe ton contenu, assez génial et ça, me donne plus de liberté. Et le fait de pas avoir à convaincre me rend, j'ai l'impression, plus convaincant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire, mais en fait, je pense que c'est le paradoxe que tu as un personal branding qui est suffisamment bon pour que tu n'aies plus besoin de te soucier de la perception des gens, en fait. Et par ailleurs, certainement, tu as dû faire un travail sur toi pour te détacher de ça. Mais effectivement, je pense que c'est le Graal pour tout le monde, et puis tout le monde n'est pas obligé non plus d'être dans une stratégie active de personal branding. Je pense que c'est une réflexion qui peut intéresser tout le monde, qui est soit sur le marché de l'emploi ou qui a pour vocation de vendre des produits, des services que tu veux. Maintenant, si aujourd'hui tu es dans une phase en fait qui te correspond parfaitement et que tu as déjà en fait un socle d'image qui te permet en fait d'atteindre tes objectifs, au contraire, c'est très bien de pouvoir t'en détacher. Et pour moi, c'est l'un des écueils principaux en fait du personal branding. C'est justement quand je parle de cette partie émergée de l'iceberg, c'est le côté en fait tu veux tellement travailler ta communication personnelle et ton personal branding que tu en viens à construire un personnage. Et donc quand tu construis un personnage, en fait, t'es complètement, tu deviens presque l'esclave de ce personnage, et c'est à ce moment-là où effectivement l'image que les autres te renvoient de toi va t'enfermer. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que tu vois, quand on parle de définition de marque. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Ancien chef de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignant à Harvard, expert en psychologie et détection du mensonge, criminologue, préparateur mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. C'est une question que j'ai tout le temps, c'est mais du coup, comment est-ce qu'elle change ou à quel point ça bouge ou pas? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une marque, c'est une identité en action.
c'est une identité en action parce que évidemment elle va évoluer. Donc c'est intéressant Oui. de te poser les bases, de te dire voilà mes forces, voilà mes thématiques, voilà mes valeurs, voilà où est-ce que je vais m'exprimer, voilà les modes de communication qui me conviennent. Et tu poses ça à un instant T, mais ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. En fait, ça ne veut pas dire que tu dois avoir un monolithe et qu'il ne peut plus jamais bouger. Au contraire, si c'est le cas, c'est enfermant. Après, je te dis ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Tu vois, mais moi, je me pose régulièrement la question. Je me dis, tiens, je me lancerai bien sur un nouveau projet. Et je me dis, oui, mais est-ce que c'est cohérent avec tout ce que j'ai raconté, ma marque? Et à ce moment-là, je me dis, mais tu es en train de tomber dans le même écueil que tout le monde. Tu vois. Et évidemment, c'est pas évident à faire, donc c'est un travail à faire sur soi. Mais en tout cas, voilà, avoir en tête que c'est comme quand tu fais un plan, tu vois. Quand tu fais un plan d'action, tu te fixes des objectifs, c'est quelque chose qui t'aide à te projeter, ça t'aide à avancer, ça te donne de la sérénité, ça te donne un cadre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le faire évoluer. En fait, une marque, c'est la même chose. Tu la poses, après, tu peux la faire évoluer. Elle n'est pas gravée dans le marbre. Ouais, très, très intéressant sur cette notion de marque comme une identité en action, ça me plaît. Et dans ce cas-là, pour faire le parallèle sur cette notion de négo, puis après on verra comment est-ce qu'on peut le développer, ce personal branding de manière pertinente, mais c'est quoi l'intérêt pour toi de travailler cette communication, ce personal branding dans le cadre de la négociation? Quel est l'intérêt sur le sujet? Pour moi, alors je pense qu'il y aurait certainement d'autres liens supplémentaires, mais je vois en tout cas 3 intérêts principaux en fait, de travailler sur le personal branding quand tu es amené à négocier. La première, et je dis ça en tant que personne qui déteste à la base négocier, c'est en fait que quand tu as un bon personal branding, en fait, quelque part, tu as plié la négo avant même qu'elle ait commencé. Et ça, pour moi, c'est quand même un avantage majeur. Je pense qu'il y a un autre avantage, et je pourrais y revenir si tu le souhaites, c'est qui tient plutôt en fait à l'aspect psychologique. En fait, quand tu travailles ton identité de marque, tu as défini ton fil rouge, tu as défini ta ligne rouge aussi, et ça te permet de closer un deal ou de quitter la table des négos quand c'est adapté pour toi. Et donc, ça te permet d'être plus aligné quand tu fais des négos. Et un dernier, je pense, avantage du personal branding, c'est que quand tu as développé cette capacité à bien faire ta communication personnelle, en fait, tu as gagné un soft power, tu as gagné une capacité d'influence qui va te permettre de maximiser l'adhésion avant et après la négo. Et donc ça, en fait, ça va fluidifier alors la négociation, mais j'ai même envie de dire la collaboration en général, tu vois. Ouais, complètement. Écoute, je suis ravi de l'entendre avec ces mots-là. Je l'avais pas vu totalement sur cet angle. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, je crois, on avait changé là-dessus. J'ai écrit un second livre qui s'appelle Pitch et Influence, et avec une idée qui est intruse, qui est une évidence, qui fait rire mes copains à chaque fois que j'en parle, mais qui je trouve qui est violente. En fait, c'est plus simple de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Et c'est tous les signaux faibles que tu vas mettre en amont qui vont participer pour les gens avant même qu'ils t'aient rencontré à se dire j'ai envie de travailler avec toi. Et c'est ça, en fait, Exactement. tu vois, c'est dans l'art oratoire, je crois que c'est cette notion de ta logos, ethos, pathos. Donc le logo, c'est l'argumentaire, ta logique argumentative. Cette notion de pathos, c'est l'émotion qu'ils vont vivre à travers l'interaction qu'ils sont à toi. Et puis l'ethos, c'est l'image de l'orateur que tu renvoies. Et cette image, est-ce qu'elle est congruente avec ce que tu fais? C'est tout cet écosystème, c'est tout ce cadre en fait qui participe à ce succès autant en amont qu'en aval. C'est vraiment intéressant de le souligner. Cette notion de tiers d'autorité où les gens vont, même des fois, quand ils sont pas totalement satisfaits de ce qu'ils ont pris, ils vont se raconter une histoire qui va les réassurer. Ouais, tout à fait. Donc, En tout cas, moi, je suis très alignée avec ce que tu dis sur la notion d'éthos. Et c'est vrai qu'en fait, cette notion de branding, pour le coup, de travail sur ton positionnement, ça te permet vraiment de travailler ton ethos. Et je trouve que ça change le rapport des forces, en fait, dans une négo. À minima, ça le rend plus équilibré, voire même, dans certains cas, ça peut le renverser. Parce que tu t'enlèves le démarchage, tu t'enlèves parfois même le marchandage de fin, parce que si en fait, tu as un positionnement qui est super clair, que tu es bien identifié, que ça soit dans une optique en fait, de recrutement, dans une optique de tu as une start-up, tu es entrepreneur, tu es solopreneur, tu vends un service, ou même en interne, si tu es salarié, il y a aussi une compétition pour les ressources, en fait, que ce soit les budgets, les équipes, tout ce que tu veux. En fait, si de base, tu es bien identifié et que tu as été visible des bonnes personnes et que ton positionnement il est clair, en fait, directement, on va se dire, je vais aller chercher cette personne. Plutôt que de se dire, je vais faire un appel d'offres ou je ne sais quoi. Après, évidemment, il y a des considérations voilà, d'achat, etc. Mais typiquement, faire ce travail-là, ça te permet de passer d'un statut de marque, d'un statut de... Ça te permet de passer d'un statut de produit à un statut de marque. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, voilà. Maintenant, dans un monde capitaliste, mieux vaut être une marque qu'un produit, parce que concrètement... c'est le point que je voulais souligner. Cette phrase, elle est excellente, elle est dans ton livre. Plutôt être une marque qu'un produit.
C'est quoi? C'est ce, tu vois, quand j'ai une culture très pop, alors elle est pas toujours très bonne, mais quand j'ai fondé l'Institut Nera, j'avais vu Batman Begins. Alors tu vois, je me confie Ok. pour les gens qui... Et le premier Batman, avec Christopher Nolan, et Bruce Wayne donc tombe sur Ra's al Ghul, donc le méchant, et Ra's al Ghul lui dit, mais en fait, en tant que Bruce Wayne, vous êtes mortel, mais en tant que symbole, bah, vous devenez d'une certaine manière une légende complètement immortelle. Et je me disais, mais en fait, c'est très violent, cette notion, elle est très pertinente. C'est devenir un symbole ou une marque en fait qui va nous dépasser en tant qu'individu. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée de dire, bah, je vais créer un collectif autour de moi sur la négociation. C'est pas moi et moi qui m'intéresse, c'est cette marque de l'Institut Nera. Et c'est dit légèrement autrement, mais à quel point ce point de marque est important pour toi dans ton quotidien? Ah, mais complètement. Mais d'ailleurs, ça soulève un autre point, ce que tu racontes là sur Bruce Wayne et sur la légende de Batman. C'est, en fait, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a un niveau très pragmatique, concret, qui est au quotidien. Voilà, c'est Ouais. en fait, bon, bah, tu es sur un marché où il y a une concurrence pour pas mal de choses, que ce soit des produits, des services, des individus sur le marché de l'emploi. En fait, quand tu as une marque personnelle qui est forte, au lieu de se dire, tiens, je cherche un directeur de projet, en fait, la personne va se dire, je veux travailler avec Alex. Et dans Oui. ce cas, t'es plus en concurrence, t'es plus un produit, t'es pas une commodité, ou t'es pas, ah, j'ai besoin d'un avocat. Je te dis, j'ai Mmh. envie de travailler avec Victoire, parce que cette personne-là, cette avocate, elle a en fait un univers qui me parle, elle est pertinente sur telle et telle thématique, et donc quelque part, tu passes, voilà, tu changes de statut, t'es plus un produit, t'es une marque. Quand tu disais, voilà, ça te rend immortel, tu vas encore plus loin, et je trouve que c'est un point qui est intéressant à adresser, parce que pour moi, dans la logique justement de l'utilisation du personal branding, de la communication personnelle, pour faciliter le changement, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est important de voir qu'effectivement, une marque ou un collectif, c'est plus grand qu'un individu. Mmh. Mais, et c'est là où il y a une nuance, c'est que les idées, une marque, elle va être effectivement immortelle alors qu'un individu ne l'est pas. Mmh. Mais à contrario, pour qu'une idée devienne immortelle, il faut d'abord qu'elle soit incarnée. Tu vois, les idées de Oui. Gandhi, en fait, si elles n'avaient pas été d'abord incarnées par Gandhi, elles auraient probablement pas survécu, en fait. Ah mais alors je suis entièrement d'accord. Enfin c'est vraiment intéressant. Je suis entièrement d'accord parce qu'en plus tu vois, ça me fait questionner sur le cheminement de nous comment est-ce qu'on travaille. Je te parle au regard de mon travail, c'est que les gens viennent à moi pour moi parce qu'ils ont entendu parler de mon travail, de Julien Pelabert, et en fait derrière je les raccroche à la structure de l'Institut Nera et ça valorise le travail. Et c'est vrai Ouais. que ils rentrent pas pour l'Institut Nera, ils rentrent par moi parce que sur une histoire qui leur fait sens par rapport à un travail, et je les raccroche derrière sur un collectif. Mais ça passe toujours par alors moi c'est plutôt simple parce que j'incarne mon entreprise, que c'est celle que j'ai créée. Je suis pas collaborateur, je suis pas salarié. Mais c'est vrai qu'il y a deux prismes. Ils rentrent par l'humain et derrière ils sont raccrochés à une identité, un symbole, une marque ou un concept. Non, mais exactement. Et pour nous, voilà, on est entrepreneurs, on a créé nos propres structures, donc évidemment qu'on les incarne, c'est plus facile. Mais même si tu fais partie d'une entreprise que tu n'as pas créée, ça peut être un grand groupe, ce que tu veux, en fait, c'est tout aussi utile et parfois même encore plus important quelque part parce que moi, je travaille pas mal avec aussi en fait dans le cadre d'entreprises, on accompagne voilà des managers, des dirigeants, Mhm. notamment des fonctions support, une direction support de grands groupes. Et en fait, c'est Ouais, des fonctions qui souvent, pas toujours, hein, mais peuvent avoir une image un peu mal aimée. Par exemple, quand d'accord. tu parles de business, etc., bon, bah, c'est pas forcément les premiers interlocuteurs que tu vas mettre dans les réunions au début. Et en fait, quand tu as des fonctions comme ça, les fonctions contrôle de gestion, finance, DSI, ou même certains métiers en particulier qui ont une aura mal aimée, tu vois, il y a des métiers que les Mhm. gens n'aiment pas, genre les journalistes, les marchands de voitures, ce que tu veux. En fait, quand tu as une fonction où tu appartiens à un département ou même une marque qui peut avoir une image de prime abord qui n'est pas forcément très bonne, le fait que toi, en tant qu'individu, tu as aussi une marque personnelle, tu as aussi ton image et ta réputation, en fait, tu peux complètement contrebalancer ce problème-là. Et donc, le fait de travailler sur ton personal branding, en fait, ça va vraiment t'aider aussi à gagner une place à la table des négociations, ça va t'aider à être plus impliqué en amont sur tel et tel projet, ça va t'aider à gagner la confiance parce que on vient pour toi. On vient pas Mhm. pour les journalistes, c'est tous des pourris, mais celle-là, je l'aime bien. Ou les marchands de voitures, c'est tous des arnaqueurs, mais lui, je lui fais confiance. Et donc, tu as Mhm. cette relation Confiance personnelle. personnelle. Exactement, Alors, donc ça il fait. faut que tu incarnes. Ok, intéressant. Mais alors cette confiance affective que tu vas susciter, d'une certaine manière, avant de pouvoir la transmettre, il faut l'avoir.
Et tu vois, je crois que c'est la glossophobie. Alors, on est un peu éloigné de ton sujet, mais la prise de parole en public, c'est la deuxième peur pour les gens derrière la peur de mourir. Mine de rien, la communication personnelle, ça demande un travail d'introspection. Je pense que tu l'as peut-être eu. C'est quand tu écris un livre, tu couches des choses qui te sont très personnelles. Des fois, à certains moments, euh, quid de comment est-ce que je trouve cette confiance en moi? Parce que comme tu dis à un moment donné dans l'ouvrage, c'est une histoire qui doit parler pour nous, mais surtout de nous aussi. Ouais. C'est quoi cette notion de confiance? En plus, j'aime bien parce que tu cites une étude où tu dis que les gens ils se font une première idée dans une interaction sociale sur l'autre entre la sympathie et la compétence, et que dans l'idéal, il vaut mieux être sympathique et compétent, mais à choisir, il vaut mieux être sympathique que compétent presque. C'est pas ton opinion, c'est le résultat de l'étude d'ailleurs, qui est assez intéressant. Donc, comment est-ce que je travaille cette confiance, comment je travaille cette proximité à moi, à l'autre, pour me dire, je passe cette première étape de dire, je me livre. Ouais, ok. Alors, si tu veux bien, j'ai l'impression qu'il y a deux éléments dans la question que tu me poses. La première question qui tient plutôt à la question de comment est-ce que tu développes cette confiance en toi, quelque part, quand tu dois te mettre à faire ton personal branding. Et très clairement, hein, c'est quelque chose qui fait peur. Hein, c'est j'ai peur de passer pour quelqu'un d'horriblement narcissique, qui ramène la couverture à soi, qui est pas team player, tout ce que tu veux. Enfin bref. Et un gros ego. Exactement. Et alors ça, c'est un concept que je trouve complètement surfait et qui cache souvent des choses bien plus intéressantes à aller creuser. Mais enfin bon, bref, on y reviendra peut-être. Un problème d'ego ou d'orgueil? Tu vois où je veux t'en venir. Exactement. Quand on met ego, en fait, la plupart du temps, tu peux remplacer par orgueil. Et là, tu as quelque chose à travailler et c'est beaucoup plus actionnable. Parce que dire à quelqu'un, ouais, bon, bah super, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais bon, bref. En tout cas, pour travailler cette confiance en soi et pour se dire comment est-ce que je m'attelle à ce personal branding, comment est-ce que je fais pour définir mon positionnement. Moi, j'aime bien dire, en fait, si ça vous fait peur, si vous avez peur de trop la ramener, et ben, commençons par le factuel. C'est un exercice que je fais très souvent en formation, c'est un exercice qui s'appelle l'équation des compétences. En fait, l'équation des compétences, tu vas noter tout simplement, en fait, tout ce que tu sais faire, ton expertise, que ça soit une expertise sectorielle, une expertise métier, toutes les tâches que tu peux faire même dans ton quotidien. Parfois, quand les personnes ont un peu du mal même à lister ce qu'elles savent faire, je leur dis, tout simplement, prends ton agenda, regarde ce que tu as fait la semaine dernière, le mois dernier, ça va te donner plein d'idées. Tu prends ton poste actuel, tes anciens postes, tu notes tout ce que tu sais faire. Et ça, c'est factuel, t'es pas en train de dire, je la ramène, c'est ok, factuellement, ça fait partie de mon quotidien, je sais faire ça. Une fois que tu as noté tout ça, bon, c'est bien d'apporter un peu de détails, parce que souvent on est sur des grandes généralités. Oui, je sais faire de la gestion de projet, c'est bien sympathique, mais concrètement, de quoi parle-t-on? Et ensuite, tu te dis, ok, je fais la liste de mes compétences, plus le détail sur chacune d'entre elles, moins ne me sert pas. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, je garde uniquement les compétences, en fait, qui vont me servir, compte tenu de mes objectifs et de mon projet professionnel. Et Est-ce que tu peux expliquer davantage ce point, parce que effectivement, cette équation de la compétence, je l'ai vu, je trouvais ça intéressant. Toi, dans le livre, tu mets toutes vos compétences plus les éléments de preuve, moins ce qui ne sert pas notre objectif. C'est quoi ce qui ne sert pas notre objectif? Comment tu définis ça pour être sûr de comprendre, s'il te plaît? Ok, je te donne un exemple peut-être sur, imaginons quelqu'un qui a eu une carrière en fait dans un grand groupe, qui a été à un poste, je sais pas moi, de contrôle de gestion. Tiens, elle va noter voilà tout ce qu'elle. On peut prendre un exemple négo pour les gens qui nous écoutent peut-être. Okay. Alors un exemple. La formation en négociation, tout simplement. Comment? Quelqu'un qui fait du conseil et de la formation en négociation. Ok, très bien. Donc quelqu'un qui fait du conseil ou de la formation en négociation, imaginons que cette personne est aujourd'hui à son compte, donc consultant indépendant. Par ailleurs, il y a quelques années, elle a eu une expérience salariée sur un poste peut-être un petit peu différent, mettons directeur commercial d'une entreprise. Oui, voilà, ou directeur commercial, très bien, exactement. On va retrouver énormément. Exactement. Et donc, par rapport à son expertise, elle a noté, moi, je sais aujourd'hui faire de l'ingénierie pédagogique, parce que quand je fais des formations en négociation, je sais faire ça, c'est une compétence. Ok, j'ai beaucoup travaillé, mettons, avec l'industrie aéronautique, donc j'ai une expertise sur ce secteur, donc ok, je le note. Mettons, dans son précédent poste, en tant que directeur commercial, elle travaillait dans l'industrie, on va dire, tout ce qui est SaaS. Ok, donc elle va noter ça. Dans son ancien poste, elle avait un rôle de management, donc elle va noter management. Elle va noter également peut-être en tant que directeur commercial, il y avait réponse à des appels d'offres. Et donc sur chacune de ces compétences, elle va ajouter des preuves. Bon, ça c'est assez basique, donc je passe. La partie où tu enlèves ce qui ne t'intéresse pas, si aujourd'hui cette personne elle cherche à vendre ses formations ou son conseil indépendant, ça sert à rien qu'elle mette en avant la partie management. C'est pas ça que ses clients vont acheter. Ça sert à rien qu'elle mette en avant la partie réponse à des appels d'offres.
peut-être éventuellement sur certaines formations, je sais pas, ça peut être utile, mais en tout cas, c'est probablement pas ce qu'elle va mettre en avant. Alors que peut-être une expertise sectorielle, probablement l'ingénierie pédagogique, c'est des choses qui vont être intéressantes à mettre en avant. Le fait d'avoir travaillé, tu vois, tu parlais, toi tu travailles beaucoup avec des négociateurs du RAID, bon, bah, peut-être que d'avoir fait d'expérience avec ces personnes-là, ça c'est quelque chose qui va être plus intéressant à mettre en avant que d'autres choses en fait. Ouais, d'accord. En fait, tu dois lister en fait toutes tes compétences. Donc, c'est vraiment un exercice de créativité ou d'inventaire. Et après, Ouais. dans un second temps, comme tu vas voir sur du design thinking ou de l'innovative creation, tu viens voir ce qui a moins de sens à l'instant T, qui pourra en avoir demain, c'est ça? Exactement, ça pourrait en avoir demain, donc c'est intéressant de l'avoir en tête. Et c'est intéressant en fait de factualiser. Sur les personnes qui ont du mal à se mettre en avant, en fait le fait de Hum, dire oui, mais moi je veux pas dire que je suis un négociateur, expert, ceci, cela, en fait de repartir sur ok, t'as formé combien de personnes au cours des 3, 5, 10 dernières années. Ok, t'as hum, travaillé avec combien d'entreprises. Bon bah ça permet aussi de dire, t'es pas en train de te mettre en avant de manière complètement irréaliste, c'est factuel. Et donc, pour des personnes qui peuvent hum. avoir du mal, et c'est assez fréquent, repartir du factuel, c'est un très bon point de départ. D'accord, oui. Donc, tu vas essayer de sortir cette notion de subjectivité où tu pourrais te donner des titres qui sont des fois des mots valises qui sont pas toujours évidents à définir pour entrer sur des choses très concrètes. Exactement. Euh, et Et ce qui ça, m'amène ça, à, excuse-moi, pardon. ce qui m'amène à la question, c'est qu'est-ce que tu considères être un expert? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des années de pratique de quelque chose et qui n'osent pas forcément se définir comme expert. Syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi ou tout simplement humilité. Et puis tu as des gens qui tu vas croiser sur LinkedIn et pour qui le pouvoir statutaire est très important. Ils ont fait 2 semaines de stage quelque part et ils sont déjà experts de quelque chose ou ils ont des titres à rallonge enfin sur leur profil. C'est- à quel moment on peut se définir, on peut se considérer comme un expert sur un sujet pour toi, Ah, c'est une sur excellente la question. communication? C'est une excellente question. Je suis pas sûre d'avoir une réponse arrêtée là-dessus parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le syndrome de l'imposteur ad vitam et tant que t'as pas un prix Hum, Nobel sur le sujet, tu vas pas y arriver. Et c'est la partie évidemment où tu as tendance à gonfler tellement en fait ton CV que bon, bah, effectivement, il n'y a pas de crédibilité derrière. Je crois que c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais hein, et ce que je dis dans mon livre, c'est en fait quand tu travailles ton personal branding, tu vas travailler une histoire qui est autant l'histoire que tu racontes aux autres que l'histoire que tu te racontes à toi-même. Si c'est c'est important vrai. pour toi en fait d'avoir une posture d'expert, et j'en viens à cette notion d'objectif en fait, quand tu travailles ton objectif, c'est est-ce que tu veux être reconnu comme expert? Certaines personnes n'ont pas du tout envie d'être reconnues comme expert, c'est pas ce qu'elles vont chercher. Mais si c'est Hum, important pour toi, bah, qu'est-ce que tu peux mettre en avant dans ton parcours qui légitime ça? Et j'ai envie de dire, qui je suis moi pour juger qu'il faut avoir écrit 3 bouquins ou qu'à partir de 2 bouquins ou un bouquin c'est bon pour se dire expert, qui je suis pour dire que en fait quand tu as travaillé avec 100 entreprises ça veut dire que c'est bon tu peux te dire expert, ah non en fait à partir de 50 c'était bon ou non en fait il en faut 500, j'en sais rien et je pense pas qu'il y ait de bonne réponse à ça, mais quelqu'un qui hum, encore une fois peut apporter des preuves factuelles qui dit voilà moi j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai réfléchi sur ce sujet, j'ai une expérience significative avec des preuves, je pense qu'on peut accepter. Après, voilà, on peut débattre, et là, on rentre dans la négociation, j'ai envie de dire, sur quels sont les critères qu'on va accepter pour dire que c'est de hum. l'expertise. Mais en tout cas, on peut très bien se dire, voilà, moi, je me considère aujourd'hui comme experte ou pas. Ouais, ce que tu dis, c'est faire attention déjà à cette notion d'objectif et Oui, voir comment ça y répond. Et ça veut dire que sur cette notion d'objectif, enfin, pour définir cet objectif, tu es obligé de passer par cette case d'introspection, exactement. de qui je suis et je peux pas savoir où je veux aller si je sais pas déjà si j'ai ce travail d'introspection, ce que tu as sur un des chapitres avec le connais-toi toi-même là, qu'on a sur le temple de Delphes. Est-ce que ça veut dire qu'avant de travailler cette marque, cet objectif, ce personal branding, ça demande déjà de se questionner dans son intérieur? Ouais, tout Et dans à fait. Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, pour moi, la fondation en fait, du personal branding, c'est effectivement de poser les bases de ce que je disais. Hein. Une marque, c'est une identité en action. Donc, il faut déjà définir cette identité. Quelle identité tu as envie de te donner, quelles sont tes forces, quelles sont tes thématiques, quelles sont tes valeurs, quels sont les points de différenciation que tu as envie de mettre en avant. C'est quelque chose que tu peux faire par une démarche effectivement introspective, c'est quelque chose que tu peux aussi faire avec les autres. Connais-toi toi-même ne veut pas dire connais-toi tout seul, donc tu peux aussi demander aux personnes qui travaillent avec toi
de te donner aussi un feedback sur les forces qu'elles perçoivent chez toi. Ça peut te permettre de confirmer une image que tu as de toi, de la compléter ou peut-être d'infirmer certaines perceptions et de te dire ah ok, ça en fait c'est pas forcément ce que je vais mettre en avant, ou si j'ai quand même envie de le mettre en avant parce que c'est important pour moi et je sais que ça fait partie de mon identité, c'est juste qu'aujourd'hui ma communication n'est pas suffisamment claire et donc les gens ne le respectent. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et pour revenir aux questions de négociation, voilà, qu'on se posait tout à l'heure, je pense que faire ce travail-là, ça t'aide aussi à avoir un fil rouge et une ligne rouge dans le cadre de négociation. Parce que tu connais en fait tes limites, tu connais tes thématiques, tu sais en fait quand tu vas négocier quelque chose, est-ce que ça rentre plus ou moins, est-ce que c'est plus ou moins proche de mon fil rouge? Et auquel cas, je sais que je peux closer le deal. Et à contrario, j'ai travaillé sur mes valeurs, j'ai travaillé sur les thématiques, ce vers quoi je veux aller ou pas. Et donc, ça me permet aussi de tracer une ligne rouge très claire et de savoir quand il faut que je quitte la table de la négociation, en fait. Ouais, si c'est aligné sur tes valeurs ou pas. Exactement. Intéressant. On peut revenir rapidement sur cette notion d'ego et d'orgueil, parce que c'est généralement la première étape quand on commence à vouloir parler, non pas forcément de soi, mais de ce qu'on fait, ce que tu disais, de façon très factuelle. On peut avoir ce côté dans la critique, ou même soi, s'autocritiquer, de dire on va avoir un comportement narcissique à parler de soi. Est-ce de l'ego? Est-ce que l'ego c'est bien, c'est pas bien? Ou est-ce que c'est de l'orgueil, quoi? Je crois que, bon, déjà, ce mot ego, en fait, il est employé un peu tout le temps à tort et à travers, et donc il faut arrêter de le balancer comme une vérité générale ou comme une insulte à la tête de chaque personne qui essaye à un moment donné de se définir, de faire valoir ses intérêts ou de se mettre en avant. Je pense que c'est très sain, déjà, de savoir qui on est et de savoir que l'ego... Excuse-moi. Je crois que c'est très sain de savoir qu'à la base, en fait, l'ego, c'est aussi ce qui te distingue du monde qui t'entoure, en fait. Et donc, savoir ce qui te distingue, exactement, c'est ce qui te définit, c'est pas mal en soi. Parce que le problème, c'est quand on devient égocentré, qu'on ne sait pas voir les autres autour de soi, donc on manque d'écoute peut-être, qu'on manque d'empathie éventuellement, ou effectivement que derrière cette notion d'ego, c'est plutôt le concept d'orgueil, en fait. Et donc, cette notion d'orgueil, effectivement, elle est probablement à combattre. Maintenant, la notion d'ego en tant que telle n'est pas forcément... toujours la plus appropriée. Et il y a un livre que moi j'ai lu quand j'ai commencé à rédiger justement mon livre, qui est un livre de Fabrice Midal, qui dit, le titre c'est, que je retrouve le titre exact, c'est « Soyez narcissique et sauvez votre peau ». Bon, c'est un livre qui t'invite aussi en fait à dépasser cette peur en fait de t'affirmer, cette peur de mettre en avant aussi qui tu es, de mettre en avant tes talents. Et on a tous et toutes des talents différents, c'est intéressant, et ça apporte aussi de la richesse au monde de savoir en fait les valoriser. Et si tu te restreins en fait constamment de peur justement de passer pour quelqu'un d'égotique, etc., tu te rends pas justice à toi-même. Tu n'aides pas non plus le monde à être plus intéressant parce que tu crées de la frustration, et donc finalement on se retrouve avec des clones qui vont tous faire à peu près la même chose, et puis tu as des tendances qui se suivent, et tu te retrouves avec des gens qui vont parler de la même manière. Sur les réseaux sociaux notamment, c'est amplifié, mais d'une manière générale, c'est un phénomène qu'on trouve dans la société. Ça m'amène à une question, Marie, sur laquelle je réfléchis en même temps que je te parle. C'est comment est-ce que tu peux avoir cette notion de personal branding? On comprend on va différencier l'ego de l'orgueil, puisque l'ego, c'est ce qui nous définit en tant qu'individu, puis l'orgueil, c'est ce bras armé un peu plus négatif, qui vient quémander des strokes positifs, hein, des likes, des commentaires, t'es beau, t'es génial, c'est intéressant, tout ça. Mais au bout d'un moment, tu vois, à force de poster, tu peux avoir t'es presque accoutumé à ce regard sur tes écrits, sur tes posts. Alors moi, je parle en négociation de gens qui vont valider ou même qui vont invalider, mais comment ne pas tomber de garder cette lucidité, de se dire, d'une certaine manière, c'est que virtuel, et ne pas être dans cette. Je vois des gens qui sont dans des courses poursuites de likes, quoi, et qui en deviennent addicts. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu recommandes aux personnes que tu accompagnes à trouver cette juste mesure, tu vois, ou qui ont pris goût à la notification sur des posts Instagram, TikTok, qui véhiculent énormément ça, cette addiction à ce stroke positif qui génère la noradrénaline, et donc énormément de récompenses et de plaisir, mais au bout d'un moment, en fait, qui t'amène dans le mur, quoi. Ouais. Alors bon, voilà, la majorité des personnes que j'accompagne, alors principalement en entreprise d'ailleurs, puisque je travaille plutôt avec les entreprises, Bien sûr. c'est plutôt le problème inverse. Donc,
C'est D'accord. quelque chose qu'on voit beaucoup, parce qu'effectivement, c'est ceux qui vont publier le plus de contenu, donc je pense qu'on voit ce phénomène. Ça représente absolument pas la majorité des personnes. La majorité des personnes est quand même plutôt dans, on va dire, le biais inverse de j'ai du mal à me mettre en avant, j'ai peur justement de trop ramener la couverture à moi, etc. Donc moi, j'ai plutôt le problème inverse à accompagner. Ça a pu m'arriver de voir quelques personnes où je me dis, il y a un petit travail quand même à faire sur la dissociation entre qu'est-ce qui sert vraiment ton intérêt personnel et qu'est-ce qui contribue à la construction d'un personnage qui t'enferme finalement, et qui t'aide pas à aller vers là où tu as envie d'aller. Donc, revenir effectivement sur cette notion d'objectif personnel, de trajectoire, ça permet un petit peu de remettre les choses en face de ce qui compte pour toi. Donc te dire, voilà, tu publies non-stop, tu es attaché à telle ou telle image, très bien. Est-ce que ça sert ton objectif, en fait? Est-ce que ça sert finalement la carrière que tu as envie de construire? Ou il y a un petit peu aussi cette notion de... Il y a une confusion entre visibilité et succès. Mais Dis-moi, en fait, c'est quoi? être visible, ça ne veut pas forcément dire que tu as du succès, parce que ça ne veut pas forcément dire que tu as atteint ton objectif, et ça ne veut même pas forcément dire que tu fais des ventes derrière, si on parle des pragmatiques économiques. D'ailleurs, c'est encore une fois, c'est difficile à vérifier, mais avec quelques personnes qui travaillent sur ces thématiques autour de moi, ça fait quand même plusieurs fois qu'on se fait la remarque, parmi les personnes qui passent le plus de temps ou travaillent beaucoup sur leur visibilité, tu as des personnes effectivement qui sont très successful, et qui ont en général atteint un seuil suffisant pour avoir des personnes qui s'occupent en partie de leur communication ou à qui elles peuvent déléguer d'autres parties pour pouvoir se concentrer davantage là-dessus et qui n'ont effectivement pas de problème économique. Mais il y a aussi énormément de personnes qui pensent que le succès, notamment économique, passe par la visibilité et en fait mettent toute leur énergie là-dedans alors que ça ne leur apporte strictement aucun contrat, notamment parce que le travail en amont n'a pas été forcément très bien fait d'identifier en fait auprès de qui ils ont envie d'être visibles, parce que être visible pour être visible, effectivement, tu as un rush de dopamine quand tu as des likes constamment, et c'est addictif, hein, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr que ça fait plaisir. Maintenant, si tu n'es pas visible des bonnes personnes, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc, travailler un personal branding qui peut passer ou pas par de la visibilité externe sur les réseaux sociaux, ça doit être approché de ce premier objectif. Et il faut faire attention aussi parce que je me rends compte que je n'avais pas répondu à ta deuxième question tout à l'heure, entre la notion de compétence et de sympathie. C'est vrai que quand on rencontre une personne, en fait, notre cerveau, qui est un peu resté à l'époque de Cro-Magnon, il a tendance, en fait, à se forger une impression très rapide. Donc, quand on dit, tu vois, la première impression est toujours la bonne, il y a un fond de vrai là-dedans. Parce qu'en fait, en un quart de seconde, je vais me faire une opinion de est-ce que tu m'as l'air sympa ou est-ce que tu m'as l'air compétent. Et comme notre cerveau aime bien la binarité, en général, c'est compliqué de se dire il a l'air sympa et compétent. C'est pas impossible, mais c'est plutôt rare. Et donc, comme c'est plutôt rare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite de notre part un travail conscient, en fait, de positionnement. De se dire comment est-ce que je vais pouvoir véhiculer une image qui véhicule à la fois cette notion de compétence et de sympathie, sachant qu'évidemment, tu n'as pas les mêmes besoins quand tu es à des moments différents de ta carrière. Si tu es un négociateur aguerri qui a fait je ne sais combien de centaines de négociations avec le RAID ou qui a négocié un accord diplomatique majeur avec ceci, cela, en fait, quand tu arrives dans la pièce, parce qu'aujourd'hui, même quand la première impression, si on se rend compte par exemple de visu, ou qu'on fait un premier appel téléphonique, je sais déjà qui tu es, en fait. Donc, si cette personne est un négociateur aguerri, etc., il n'a pas besoin de me véhiculer sa compétence, je sais. Par contre, il va probablement avoir davantage besoin de véhiculer un capital sympathie. A contrario, si tu débutes, t'es stagiaire quelque part dans une direction commerciale, tu as plutôt un capital sympathie et c'est élevé. En revanche, il va probablement falloir travailler davantage sur la partie compétences. Et donc ça, c'est aussi ce que j'essaye de faire, et je travaille beaucoup sur ce que j'appelle le pitch personnel. Je pense qu'il y a des choses qui sont cohérentes avec ce que toi, tu racontes sur le pitch et la notion d'influence globale, mais qui est vraiment dédié sur comment est-ce que toi, tu te présentes, comment est-ce que tu racontes ce que tu fais, et comment est-ce que tu vas... justement, en fait, débuter une conversation, parce qu'en général, une présentation de soi, c'est quelque chose qui se fait au début. Donc, c'est un tour de table dans une réunion, c'est on se rencontre dans un café pour la première fois, ou à une soirée networking, ou même en soirée tout court, et toi, t'es qui, tu fais quoi dans la vie, etc. Et donc ça va en fait orienter derrière la discussion. Et donc, cette notion de première impression, elle est hyper importante parce que, effectivement, c'est vrai, on se fait une première impression quand on rencontre quelqu'un. Et c'est quelque chose que tu fais à l'oral, et c'est aussi quelque chose que tu fais en travaillant ton image digitale, parce que de plus en plus, on va aller voir, sur LinkedIn notamment, qui tu es avant de faire un rendez-vous. Complètement. Il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui, donc c'est plus simple qu'il y a 20 ans. Et nous, ce qu'on va appeler en négociation
le biais de primauté, l'effet de primauté, c'est le début de l'interaction à l'autre, va colorer la relation. C'est cette première image, cette première impression. Sur cette notion d'élévateur pitch que t'as souligné, comment est-ce que tu peux le travailler comment est-ce que toi tu le travailles en fait même dans une interaction à l'autre. Et j'ai vu dans ton livre que tu avais plusieurs étapes que tu recommandais, qu'il y en a 5. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît, pour quelqu'un qui veut créer son elevator pitch, sa phase de présentation avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et puis après, je vais te poser une autre question qui me vient en tête, c'est comment tu crées ton elevator pitch indirectement quand tu communiques sur les réseaux sociaux. Parce que là, tu ne peux pas le faire. Tu vois, est-ce qu'il y a une façon de l'appréhender différemment, d'aider ce premier temps? Voilà, pour les deux questions. Premier élévateur, comment est-ce que tu le fais en face-to-face? Ok. Alors pour moi, effectivement, je préconise une méthode que j'appelle un entonnoir en 5 étapes. Pourquoi entonnoir? Parce qu'en fait, tu pars du plus important. Donc imaginons si jamais je te coupe après ta première ou ta deuxième phrase, bah, il faut que c'est l'information la plus importante qui ait été véhiculée. Donc première étape, c'est en fait de dire en quelques mots qui tu es. Donc qui tu es, ça rejoint ce travail d'identité. Donc comment est-ce que tu te décris? Donc moi, je me définis en général plutôt comme entrepreneur, formatrice, consultante, je suis spécialisée dans la communication personnelle. Voilà. Si on me coupe après ça, c'est pas grave, ça me suffit en fait, tu vois. Et après, la deuxième étape, c'est quoi? Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais? Donc tu travailles sur quoi, avec qui, tes journées elles ressemblent à quoi, concrètement ton métier, etc. Donc ça, c'est la partie où tu donnes plus de détails. La partie ensuite, pourquoi? Pourquoi tu le fais? Ça permet en général de donner aussi un petit peu d'humain, en fait, de comprendre quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui t'anime. Et donc ça va aussi permettre de créer une connexion individuelle. Ensuite, tu peux aussi passer... Mais déjà, si tu t'arrêtes à ces 3 étapes-là, ça peut suffire, tu vois. Donc, ensuite, tu vas en fait pouvoir donner des éléments, on va dire, complémentaires, qui sont... et avant de faire ça, il se passait quoi, en fait? Donc, tu peux donner du détail sur avant d'être négociateur indépendant, j'ai travaillé en direction commerciale pendant 5 ans, où j'ai pu faire ça et ça et ça, et d'ailleurs à côté j'ai fait telle activité associative ou je ne sais quoi. C'est ton cheminement. Exactement. Et la dernière étape, ce qui n'est pas toujours nécessaire, mais ça peut être et ensuite ça peut être et là en ce moment je travaille sur le lancement de tel produit de formation, ou ça peut être un truc perso, ça peut être et là en ce moment je prépare le semi-marathon. Donc c'est soit quelque chose qui va donner une petite ouverture pour créer une connivence personnelle, c'est parfois adapté, parfois ça l'est pas, donc évidemment il faut jauger par rapport à la situation, ou ça peut être un moyen aussi de travailler sur une collaboration future. Donc typiquement tu peux aussi ouvrir avec et là j'aimerais bien qu'on travaille sur tel ou tel aspect. Et là, je me pose des questions sur telle thématique que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Donc, tu peux ouvrir en fait à la fin, mais en tout cas, quand tu te présentes, le fait de respecter cet ordre-là, ça permet de donner les informations les plus importantes au début et éviter de se perdre. Parce que j'entends très très souvent, c'est des gens qui se présentent de manière chronologique. Et en fait, ça m'intéresse pas de savoir en fait, que tu as fait des études à l'université de Madrid et qu'après tu as fait un Erasmus je sais pas où et que là tu as été dans telle entreprise pour arriver finalement 5 minutes plus tard à et donc aujourd'hui tu es gérant d'une entreprise qui fait 3 millions de chiffre d'affaires et qui c'est ça qui m'intéresse. Éventuellement revenons sur le passé à un moment donné, mais commençons par le plus important. Donc ça, c'est quelque chose que je préconise à l'oral. Évidemment, on peut faire des variations, mais si on ne sait pas par où commencer, c'est une structure qui permet en tout cas de ne pas faire de faux pas et de s'assurer qu'on va donner les informations les plus importantes. C'est comme tout, plus tu es à l'aise avec les règles du jeu, plus tu vas pouvoir détourner les règles. Mais en tout cas, c'est une structure qui marche un peu à tous les coups. Et qui marche aussi sur les réseaux sociaux. D'accord, mais je suis assez d'accord avec ça, parce que effectivement, dis-moi si je me trompe, c'est très français, parce que toi en plus tu étais aux États-Unis, j'ai vu longtemps. Donc, c'est très français de dire il y a 20 ans j'ai fait HEC ou j'ai fait Centrale. Mais c'était il y a 20 ans. et de commencer en fait par l'école ou le diplôme que tu as et c'était il y a 20 ans, c'était 2 ans ou 3 ans sur 40-50 ans de vie, est-ce que ça te caractérise? Je sais pas dire. Donc je comprends le fait de commencer déjà par ta proposition de valeur unique, c'est ton métier ou ce que tu proposes derrière. Ok, top. Et je trouve que tu vois cette notion de parcours que tu parles, je faisais quoi avant, elle peut avoir aussi un côté intéressant parce qu'elle légitime, tu vois, un cheminement qui peut être intellectuel ou autre. Et moi, je l'ai vu pour accompagner sur du pitch en pur négo. C'est ce côté que j'aime bien mettre en avant. Dis-moi si ça fait sens, mais c'est comme ça qu'on le voyait. C'est cette côté traversée du désert. C'est-à-dire d'expliquer que tu en es arrivé à une idée, à un concept, à une solution, à un produit, et que ça a demandé du temps, de l'énergie et des efforts.
et qu'en face, d'une certaine manière, la personne puisse pas se dire, oh, ce que tu fais, Marie, c'est génial. Donc, je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'en ai besoin. Et maintenant, je vais peut-être essayer de le faire moi en interne, ou je vais le faire essayer peut-être avec mes équipes ou moi-même. Et avoir cette traversée du désert, mine de rien, ça légitime ton travail au regard des autres, j'ai l'impression. Dis-moi si... Totalement d'accord avec toi. Je suis parfaitement alignée, que ça soit d'ailleurs sur un cas en entreprise que j'ai assez régulièrement, parce que on accompagne beaucoup, en fait, comme je te disais, les managers ou les directeurs, voilà, de fonction, direction opérationnelle, notamment dans les cas de transformation. Et incarner les projets, en fait, c'est hyper important. Et quand tu as eu une négociation, parce que c'est le cas, tu fais une réorg, ou tu as eu une fusion-acquisition avec une autre entreprise, ou tu as eu une fusion de département, parce que voilà, on a décidé que opérationnellement, ça faisait sens, etc. C'est des négociations auxquelles les personnes qui sont impactées ne sont pas invitées. Donc la négociation, elle se fait en huis clos, avec ou sans consultant externe, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas à cette négo qui vont être impactées. Et donc, travailler sur ton personal branding, ta communication personnelle, ne serait-ce que prendre le temps de se représenter, en fait, ça va permettre de maximiser l'adhésion derrière. Et donc, le fait de dire, et ce que tu disais sur la traversée du désert, ça compte aussi. C'est de se dire, par exemple, voilà, aujourd'hui, je prends la tête du nouveau département data, innovation qui a été créé. En fait, les personnes, certaines ont dû être bougées de poste, certaines ont l'impression d'avoir perdu en statut, donc c'est compliqué. Donc, il va aussi falloir leur expliquer, c'est quoi ta vision, en fait? Pourquoi toi, tu es légitime aussi pour prendre ce poste-là? Il y a certainement d'autres personnes qui le briguaient probablement. Donc, en fait, ne serait-ce que te représenter et expliquer. Et par ailleurs, avant de prendre ce poste-là, moi j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de l'édition logicielle. Et donc, par rapport aux problématiques d'innovation, j'étais au quotidien en rapport avec les product owners ou je ne sais quoi. Ça a aussi légitimé ces choses-là. C'est vrai que quand on change de métier, que ça soit une transition professionnelle, on va dire, complète, ou que ça soit une mobilité sur un poste différent, pas forcément avec un virage à 180, mais on oublie souvent de mettre en avant ce qu'on a fait avant et qui est quand même utile aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, quelqu'un qui se met à son compte et j'en ai vu quand même pas mal, qui disent ah oui, mais aujourd'hui, moi, je me lance en tant que coach. Ça arrive beaucoup. Voilà. Je me lance en tant que coach, mais du coup, j'ai peu d'expérience. Mais pas du tout. 20 ans d'expérience, justement, tu sais comment fonctionnent les entreprises de l'intérieur et tu vas pouvoir apporter ça. Donc, le fait d'avoir une expérience de manager, de direction, de ceci, cela, ça compte. Et donc, que ça soit sur de l'interne, sur de l'externe ou pour un freelance, c'est quelque chose qui est vraiment important de mettre en avant, en fait. Et qui va vraiment permettre aussi aux personnes qui reçoivent le message de comprendre, en fait, de voir la légitimité. Et ça rejoint le point qu'on discutait à l'instant, qui était la notion, en fait, de compétence. En fait, de prime abord, je vais t'accorder ce gage, en fait, de compétence. Et j'estime que tu es la bonne personne pour prendre la direction de cette direction, ce nouveau projet, ou pour m'accompagner. Très clair, très très clair et passionnant. Question qui me vient très pratico-pratique. Une fois que j'ai défini tout ça et que je suis dans cette dynamique de faire savoir, est-ce que tu as 3 conseils à me donner en partant du principe que je commence, donc je suis tout petit, dans cette dynamique de faire savoir cette communication, ce personal branding, cette marque. Et même me vient cette question en même temps que te la poser, est-ce que ça fait sens quand je commence et que je suis petit, parce que ça a été une question qui m'a été posée il y a pas longtemps, est-ce que ma marque c'est moi, c'est Julien Pelabert, ou est-ce que ça fait sens de créer une marque au-dessus de moi, tu vois, sur ma stratégie. Ok. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement de commencer par définir quels sont les modes de communication, quels sont les modes d'expression qui te conviennent, avec lesquels tu es à l'aise. Donc, si tu es tout petit, tu n'as pas beaucoup de temps et tu ne viens pas d'une formation de communication, et j'en viens même si tu viens d'une formation de communication, c'est pas parce que tu sais communiquer que, en général, tu sais communiquer sur toi. De commencer par définir, voilà, moi par exemple, je suis hyper à l'aise dans les relations interpersonnelles. Les notions de réseau, networking, j'adore ça, rencontrer de nouvelles personnes, mettre en relation de nouvelles personnes, c'est un truc que j'adore. Par contre, tout ce qui est prise de parole, écrire, tout ça, pas forcément mon truc. Ok, je dirais, tu vas capitaliser sur ton talent en fait de networking. Et c'est vraiment l'aspect sur lequel tu vas capitaliser. D'autant qu'aujourd'hui, voilà, tu as quand même 2/3 des missions freelance qui se trouvent par réseau. Donc, avoir ce talent-là, c'est quand même hyper important. Donc, ça peut être un super atout. A contrario, si tu dis, moi, je déteste le networking,
et je fais plutôt partie de cette catégorie. Je suis pas hyper fan du networking. Par contre, j'aime bien écrire et j'écris plutôt bien. Donc, typiquement, ça va plutôt faire sens pour moi d'écrire. Après, est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est des posts sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est un blog? À toi de voir, en fait. Il y a plein, si tu veux pas commencer effectivement très gros, bah, tu vas pas commencer par te dire peut-être je vais écrire un livre. Et encore, tu vois, pour moi, ça me coûte moins d'écrire un livre que d'écrire sur les réseaux sociaux tous les jours. D'ailleurs, je ne le fais pas. Parce Mais que dans quelle mesure, tu vois, le networking, enfin, j'entends ce que tu dis, et dans quelle mesure le networking est vraiment aujourd'hui totalement adapté, parce qu'il y a un côté totalement non scalable. Tu vois, déjà, le networker, ça prend énormément de temps d'aller dans des pots, dans des lieux de rencontre avec les gens, le temps de déplacement, le temps où tu es présent. Et la réalité, pour l'avoir fait au départ, au-delà de ce temps, c'est que tu vas rencontrer 3-4 personnes pertinentes sur l'écosystème sur lequel tu vas vraiment échanger plus de 5 minutes et avec qui ça peut fitter. Et c'est pas pour ça que tu vas signer derrière. Alors que tu crées un post, ça t'a pris, je sais pas, 10 minutes, une demi-heure, une heure, fonction du sujet que tu abordes. Si ton post il est mauvais, bah, il va toucher 10 personnes, et ça t'a pris une heure. Et si ton post il est bon, ça va toucher 1000, 10 000, 100 000 personnes, toujours pour une heure. Et tu vois, enfin, t'as un côté totalement scalable qui te permet de toucher un plus grand nombre. Toi, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui débute? Parce que on peut avoir moi, je vois des gens qui créent des entreprises qui font énormément de networking et ça les alimente de dire, mais moi, je passe du temps et tout ça. Mais en fait, c'est ce que tu disais, ils touchent pas les bonnes cibles ou pas assez. Ouais. Donc, ça les valorise de se dire, bah ouais, j'ai travaillé, j'ai fait des trucs, j'ai des adresses, j'ai des numéros de téléphone. Ouais, mais concrètement, ça sert à rien d'avoir un réseau rempli de numéros de téléphone si personne t'appelle. Oui, je suis d'accord, mais tout comme ça sert à rien d'avoir des posts gavés de likes si derrière tu décroches pas de contrat avec. Donc J'entends. c'est un peu le même problème finalement. Il y a ce que ça te coûte à la fois évidemment en temps, mais aussi en énergie personnelle. C'est pour ça que je recommande vraiment de se baser sur quelque chose qui est confortable pour toi en fait. Tu identifies ta zone de confort et tu restes dedans ou tu l'élargis progressivement. En fait, dans la mesure où ta communication personnelle, ça peut presque devenir un job en plus de ton job, tu vas pas te dire j'ai une peur phobique de la prise de parole, je vais commencer par ça. Ça n'a pas de sens. En fait, tu vas y passer beaucoup plus d'énergie, tu auras moins de résultats, alors que par ailleurs, si tu as une super plume, bah, commence par ça. Ou ce que je disais sur les Donc déjà trouver sa zone de confort. Ouais, exactement. Trouver sa zone de confort et après capitaliser là-dessus. Deuxième conseil? Deuxième conseil, sur les personnes qui se posent la question entre est-ce que je garde mon nom, est-ce que c'est je crée une marque en plus de ma marque perso, au démarrage, quand tu es tout petit, tu gardes ton nom perso. De toute manière, en fait, toi, tu as déjà un capital sympathie, tu as déjà une expertise, donc ta marque perso, elle a déjà de la valeur. Alors si tu crées une marque de toute pièce, elle n'a pas de valeur. De toute manière, les gens, si tu es tout seul, en fait, ils vont venir pour toi. Il y a même des situations où ça peut être décrédibilisant, en fait. J'en ai vu pas mal, des solopreneurs. Tu vois, il y a un nom inventé, je ne sais quoi, mettons, je dis n'importe quoi, Solarium Consulting. Tu as un petit site web qui dit, voilà, nous travaillons sur telle et telle thématique, là, là, là. Une fois que tu vas sur la page contact et que tu appelles, tu te rends compte qu'en fait, il y a une seule personne. Enfin, c'est hyper décrédibilisant. Ça sert à rien. Complètement. Donc, et par ailleurs, tu peux te fermer des portes parce que des personnes qui vont chercher des freelances, donc vraiment des personnes seules, vont peut-être aussi fermer la porte en se disant ah ben non, c'est une agence, du coup c'est en concurrence, je vais pas l'appeler. Donc tu te tires une balle dans le pied sans même le savoir. Donc au tout début, pour moi, c'est tu gardes ta marque personnelle. De toute façon, ton nom, a priori, tu vas le garder, il va pas changer. Alors que en plus, quand tu es au démarrage, ton positionnement, tu vas peut-être pivoter, tu sais pas exactement, peut-être que ton marché il va évoluer. Donc si ça se trouve, tu te lances en te disant je vais adresser l'aéronautique, demain tu te rends compte qu'en fait, bah non, c'est les startups qui vont t'acheter. C'est même pas le même branding qui est pertinent, parce que c'est même pas les mêmes codes, et donc tu as perdu du temps pour rien. Donc une fois que ça fait quelques années que tu es installé, etc., pourquoi pas. Mais au tout démarrage, moi je dis, je suis catégorique sur ce point, plutôt non, ta marque personnelle suffit amplement. Yep, ok. Très, très intéressant, pertinent. Et troisième conseil que tu peux nous donner là-dessus, Marie? Alors, troisième conseil pour une personne qui voudrait, je pense... Est-ce que j'investis de l'argent? Est-ce que je sous-traite ma partie communication? Est-ce que je fais du référencement payant? Est-ce que je fais du référencement organique? Comment est-ce que tu vois la next step derrière? Ouais, c'est une très bonne question. Bon, c'est difficile d'y répondre de manière générique, sachant qu'effectivement, sujet, est-ce que j'investis de l'argent? Bah, si tu as de l'argent à investir, oui, j'ai envie de dire tant mieux. Si c'est pas ton expertise et que tu as de l'argent, bien sûr, fais-le. Enfin, c'est intéressant. Maintenant, tu peux pas outsourcer tout ton personal branding, parce que comme son nom l'indique, ça parle quand même de toi. Donc, ça va demander un investissement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement, si tu as un petit peu de budget à y consacrer, de faire la part des choses entre ce qui peut être délégué, ce que tu peux externaliser, et ce qu'à contrario, tu ne peux pas externaliser. Donc par exemple, tu as des choses, personne ne peut faire une prise de parole à ta place.
C'est un exemple évident, mais voilà. Alors qu'effectivement, tu parlais de référencement payant, ça c'est quelque chose, si tu as un budget, que tu peux externaliser. Ça dépend de ton secteur, évidemment, dans certains cas, c'est ça qui va être intéressant. Dans d'autres cas, ça peut être de créer du contenu sur Pinterest ou sur LinkedIn. Donc ça, c'est à voir, mais effectivement, faire la part des choses entre ce que tu peux externaliser et ce que tu ne peux pas externaliser. Ok, intéressant. Sachant que t'es pas obligé d'être clivant, tu peux externaliser une partie et puis garder un regard pour affiner et inversement. Ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Et très top. Le temps passe vite. J'ai une question qu'on n'a pas du tout abordée parce qu'on parle effectivement de tous les bienfaits que ça peut apporter. Mais comment est-ce que toi tu perçois dans l'écosystème que tu accompagnes ce coût de la visibilité ou de l'influence dans un quotidien? Est-ce qu'au bout d'un moment on va s'interdire des choses ou est-ce qu'on va moins bien vivre certains sujets? Comment est-ce que tu le perçois ce coût? Parce qu'il y a un coût à payer quand même. Enfin moi tu vois j'ai fait un TED qui a été sur TED, qui a été vu un petit peu, quasiment 1 million de fois. Mine de rien, je ne suis plus du tout propriétaire de ce contenu. Donc il est accessible au plus grand nombre et ça va générer ça a été pendant très très longtemps une très grosse source de génération de leads, mais tu as forcément un 1%, un 5% qui peut être très très violent vu que c'est pas du tout ton contenu, qui connaissent le sujet, qui connaissent pas, ça c'est pas c'est un autre débat, mais comment ça peut t'impacter ce sujet une fois que t'as transmis ton message et qu'il n'est pas accepté, qu'il est pas partagé. J'avais une anecdote quand j'ai fait mon TED, il y avait Laroche qui faisait son TED juste après moi, on était sur la même session et je connais pas l'individu, mais il avait une anecdote que je trouvais qui était géniale. Il disait prenez le film que vous avez préféré au monde. Donc lui il donnait l'exemple des Gladiateurs et il me dit dans la salle, c'est un des films qui a eu plusieurs Oscars et nomination, et vous allez sur Allociné et vous regardez les pires critiques du film. Et en fait, dans ces pires critiques, il y a des 0 sur 5 avec des gens qui sont persuadés que ce film est une grosse daube. Donc c'est pas pour embêter le réalisateur parce qu'ils s'en foutent, mais dans leur perception des choses, c'est un gros navet, c'est naze. Dès que tu commences à communiquer, forcément, tu as des gens qui vont être persuadés que ce que tu fais, c'est le prix à payer pour inspirer les gens d'une certaine manière. C'est d'avoir sur cette notion de haters, mais tu vas avoir des gens qui vont pas du tout aimer ton contenu, qui vont associer ton contenu à ton identité, en disant c'est pas le contenu qui est naze, c'est l'individu qui est naze. Donc c'est quoi ce coût de l'influence que tu perçois dans les personnes que tu accompagnes au quotidien? Ouais, je pense que tu as déjà dit beaucoup, effectivement. Ce prix, il existe et il n'est pas négligeable, évidemment. Maintenant, je pense qu'il faut raison garder parce que, encore une fois, moi, je vois plutôt des personnes qui ont du mal et ont peur de communiquer et on est loin, très très loin des désagréments que tu peux mentionner là. Donc, par exemple, j'ai animé hier une formation dans le cadre d'un programme de collaborateurs ambassadeurs, donc c'est vraiment pour aider à déployer la marque employeur en fait d'une entreprise, et donc de s'appuyer justement sur les collaborateurs, les managers, les RH pour publier notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et donc j'avais des questions sur oui, mais là, est-ce que le post il est bien, je suis pas sûre, puis j'aimerais bien vérifier, etc. Alors bien sûr, on est aussi là pour vous accompagner et évidemment je peux vous donner un retour. Les formateurs qui travaillent avec moi sur ce programme peuvent donner un retour, mais souvenez-vous que la durée moyenne d'un post sur LinkedIn, c'est 24 heures. Donc en fait, tout le monde s'en fout. Même si votre post il fait un flop ou que les gens n'aiment pas énormément, franchement, il faut vraiment faire un sacré buzz et un sacré bad buzz pour que ça vous marque à vie au fer rouge et que ça vous fasse passer pour un paria de votre entreprise dans la société. Donc la probabilité que ça arrive est extrêmement faible. Et de toute façon, quand vous partez avec une communauté et un réseau qui n'a même pas 1000 personnes, ça ne va pas se produire. Donc, il faut déjà raison garder. Maintenant, ce que tu dis reste vrai, et je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que le coût en fait de la visibilité, il existe. À partir du moment où tu exprimes ton opinion, de toute façon, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec toi, il y a des gens qui vont te le faire comprendre très facilement. Moi aussi, j'ai fait des TED, j'ai fait 3 TED sur le féminisme. C'est un sujet qui est important pour moi. C'est pas forcément, c'est pas le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui au quotidien, mais forcément, d'une part, il y a le coût en fait de passer d'un sujet à un autre. C'est aujourd'hui, moi, c'est pas mon métier en fait. Alors, le féminisme n'est pas un métier évidemment, mais en tout cas, quand je travaillais de manière beaucoup plus proche de cette thématique-là, parce que j'avais monté une marque de mode féministe, c'était quelque part mon métier. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Je suis revenue à mon premier métier qui est autour de la communication. Passer en fait d'un sujet à l'autre, évidemment qu'il y a un coût, parce que on se dit mais je comprends pas, toi tu faisais ça et avant ça. En fait, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de marque qui est d'identité en action et qui ne doit pas être figée. En fait, il ne faut pas que le fait de construire une marque personnelle
ça soit quelque chose qui t'enferme. C'est quelque chose qui peut être tentant de te dire, bon, bah, du coup, faut que je reste dans ma ligne directrice, je peux pas en changer, les gens, ils me connaissent pour ça. En fait, t'as quand même généré, en fait, quand tu fais ton personal branding, tu génères quand même un capital de visibilité, de sympathie, un réseau qui, même si c'est pas exactement les mêmes acheteurs, les mêmes interlocuteurs, etc., c'est pas un capital qui disparaît en fait. Contrairement à ton entreprise, si tu la liquides, bah, elle disparaît, voilà, c'est plus un asset du tout. Ton personal branding, même si tu changes en fait de positionnement, il reste, c'est un asset qui va évoluer. Donc, faut faire attention à pas rester c'est là-dedans. Maintenant, voilà, il faut avoir le courage parfois de s'en affranchir, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand par ailleurs, le fait de prendre la parole peut aussi générer des critiques que tu mentionnes, qui sont tout à fait justes, et j'en ai vécu aussi, et ça peut être extrêmement violent. Internet n'est pas un endroit particulièrement rempli de bisounours, donc bien sûr. Cette partie-là, honnêtement, je pense qu'on fait plus écho à des questions de psychologie, en fait, et de travail sur le détachement du regard et de l'opinion des autres. C'est un travail à titre personnel qui est en cours, donc je ne dirais pas jusqu'à dire que j'ai la réponse parfaite à ça, mais en tout cas oui, faut pas non plus faire de langue de bois sur ce sujet. Bien sûr que prendre la parole, bien sûr que s'exposer, ça a un revers de médaille. Ouais, mais effectivement, tout est dans le détachement, mais pour le coup, c'est un parcours de vie. Je crois que c'est un des 4 piliers dans l'hindouisme, hein, c'est le moksha, savoir se détacher, se libérer Tu viens de m'apprendre de ça quelque chose. et de beaucoup plus de choses. Écoute, c'est passionnant de la manière dont tu l'évoques, Marie. J'ai une dernière question pour toi, c'est la question que je pose à tous mes invités dans ce podcast. Si la Marie d'aujourd'hui devait rencontrer la Marie d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais? Alors la petite Marie d'il y a 20 ans, j'avais 12-13 ans. En tout cas plus jeune, ou il y a 15 ans. Ouais, je pense que je lui dirais explore ton identité, explore tes talents, n'aie pas peur de les affirmer et de les montrer, n'aie pas peur de t'affirmer, mais fais attention quand même à ne pas remplacer les cases dans lesquelles tu as pu être enfermé par des cases dans lesquelles tu risques toi-même de t'enfermer par la suite en fait. C'est fort. Merci Marie. Merci. Chacun pourra faire les parallèles qu'il souhaite là-dessus, mais c'est puissant. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. C'était passionnant. Je mettrai les liens pour les gens qui veulent te retrouver sur LinkedIn. T'es assez présente. Est-ce qu'il y a un réseau social ou une plateforme sur laquelle les gens pourraient te contacter plus facilement? Ou LinkedIn? LinkedIn et Instagram, globalement, c'est les 2 réseaux sur lesquels je suis la plus présente, et sinon sur le site internet aussi. Merci Super. beaucoup pour Un cette grand échange. merci. Merci à vous d'avoir écouté notre podcast pour parler. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Toutes les 2 semaines, on reçoit une experte sur le thème de la négociation qui nous partage ses réflexions, ses analyses. Et je vous dis maintenant à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour parler, le podcast de la négociation. Merci.